j'ai l'impression que dans ce livre, ton écriture a changé et qu'elle est devenue beaucoup plus baroque que dans les ouvrages précédents. Je me trompe? Bon, là, moi je pense que pour parler de baroque, c'est apprendre avec des pincettes, parce qu'il y a une conception du baroque qui est toujours associée au chaotique, à l'abondance. Et je crois que ça c'est très trompeur parce que le baroque en fait c'est un temps un peu insaisissable dans lequel se passe ce qui se passerait normalement dans n'importe quelle période. Dans le baroque, on existe de même qu'on existe sans le baroque. Donc, moi je pense que le baroque n'existait pas, même si l'idée sur laquelle j'avais voulu travailler à l'époque où dans toutes ces années, ces quelques années où j'ai écrit sur Dante, j'ai travaillé aussi sur l'existence ou l'inexistence du baroque en France, à partir du personnage de Madame Guyon, qui serait une espèce de preuve qu'il y a bien un baroque dans le baroque français, qu'il y a bien une existence baroque. Mais ça vient donner juste du fait que le baroque chez Madame Guyon, ça serait la révolte et la liberté totale, jusqu'à la provocation et à la transgression. Et pour ce qui est de la forme baroque, ça c'est une autre question. La forme baroque, je pense que ça serait diminuer ce que peut être un livre que de se référer à un livre comme forme baroque, parce que forme baroque, à mon avis, c'est plutôt, moi je dirais que c'est quelque chose de baroque quand ça ne va pas quelque part. Est-ce qu'on peut dire que mon texte sur Dante ça ne va pas? En effet, on peut le dire par période et par rapport, mais on peut le dire par rapport à ce que c'est la propriété du langage. Quelque part, il y a en effet une perte de la propriété du langage. Il y a l'habitude chez moi d'avoir l'usage total du langage, c'est-à-dire de me servir de la grammaire et de la syntaxe jusqu'à ces possibilités les plus reculées, ce qui fait qu'en fait je me déploie sur un ample jeu syntaxique, et quand je n'ai pas la force, en effet il y a une chute. Ces déploiements, ça fait qu'au milieu ça s'écroule. Et j'ai maintenu ça et je l'ai gardé, parce que je me rendais compte que quelque part, c'était nécessaire de tomber à l'intérieur pour s'étendre vers l'horizon de l'écriture. Donc, oui, en effet, il y a un écroulement du langage. Mais est-ce que c'est ça la forme baroque? À mon avis, c'est pas ça la forme baroque. Alors, tu qualifierais ça comment? Je qualifierais ça de fureur poétique. Fureur poétique? Technique. Fureur poétique technique. Oui, mais avec une grande technique. Dis-moi, il y a une Marianne derrière toi, juste sur la cheminée. Je me disais, je me souviens que dans un de tes chapitres, il y a un titre... Politique. Oui. La révolution. Attends, qu'est-ce que c'était déjà des petits objets... Non, des articles bon marché pour la Révolution. Comment tu fais le lien entre l'objet poétique de ce livre et la politique? Moi, ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est que du fait de se donner... quand on occupe les points de vue du poète, on se donne toutes les libertés. Et quand on se donne toutes les libertés, forcément, on met en évidence toute une série de mensonges
qui sont dans le monde littéraire, et évidemment dans les structures de pouvoir historiques auxquelles qu'on rencontre dans la vie. Donc forcément, la liberté poétique déclenche la révolte politique. Et de ce côté-là, on ne peut être que révolutionnaire ou que finir révolutionnaire, comme dirait une mère qui regrette que son fils est mal tourné. On ne peut finir que par faire la révolution quand on se met à faire des poèmes ou à parler de la poésie même, si on parle avec propriété. Si on parle avec propriété, on parle de la liberté. Et si on exerce la liberté, on met en doute l'injustice et le mensonge. Donc, évidemment, je ne pouvais qu'attendre que ça explose en Espagne. Parce que... Une chose aussi, dans tes précédents ouvrages, tu écrivais en espagnol. Ici, tu écris en français. Oui, c'est parce que je pense qu'il faut adopter une langue d'exil.